Avec moi, Corneille qui a écrit là où le soleil disparaît. Donc, avant la pause, on a parlé de ce drame au Rwanda. Vous réussissez à prendre la fuite, vous arrivez au Congo et vous revenez en Europe. D'abord l'Allemagne et puis le Canada. Vous arrivez au Canada, vous avez une carrière exceptionnelle, celle qu'on connaît. Puis vous décrivez la progression dans le livre. C'est intéressant de voir ça. Mais vous avez, on parlait de choc post-traumatique tantôt. Votre vie est quand même marquée par ça. Vous devenez l'incarnation de la résilience, puisqu'on connaît votre histoire sans trop la connaître, là, vous la dévoilez dans le livre. Et on apprend que vous avez, bien sûr, vos montagnes russes, votre morale en montagne russe. Mais ce qu'on apprend dans le livre, c'est qu'au-delà de ce que vous avez vécu au Rwanda, une agression sexuelle, quand vous étiez jeune, a marqué complètement votre vie, a chamboulé votre vie. Oui, c'était probablement c'est drôle, on parle d'agression sexuelle, j'ai l'impression que ça prend de la place dans l'actualité. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'y suis plus sensible, parce que moi j'ai eu le courage de raconter la mienne, que je suis beaucoup plus sensible, mais j'ai l'impression que tout d'un coup tout le monde se réveille à cette réalité-là. Moi, ça a été ce qui a été le plus dur à affronter, encore plus dur. C'est ce qui est surprenant, parce que vous avez subi de l'EMDR, vous avez vu des psychologues, etc. Et vous dites que le choc post-traumatique que vous avez eu le plus de difficulté à vaincre, c'est pas toutes ces images dont on a parlé, là, de Rwanda, bien sûr, il fallait les combattre, mais surtout ce moment où votre tante de 18 ans vous agresse alors que vous avez 6 ans. Oui, parce que le génocide, puis le massacre de ma famille, je pouvais rationnellement le revisiter, puis me rendre bien compte que je n'y étais pour rien. Pour moi, j'étais clairement une victime. Mon statut de victime pendant le génocide est clair. Je n'ai rien fait pour ni le mériter, ni l'inciter, ou le provoquer. Alors que l'abus, bien que je n'avais que 6 ans et demi, et c'est un petit peu ça ce qui est diabolique avec l'abus sexuel chez les enfants, c'est que ça prend énormément de temps avant qu'il soit clair qu'on n'a pas consenti. Ça semble étrange, hein, parce que c'est très clair qu'à 6 ans et demi, il n'y a pas d'enfant qui a une pulsion sexuelle. Il n'y a aucun enfant qui a une pulsion sexuelle, puis assez pour provoquer une action sexuelle par la suite. Et pourtant, ça n'a longtemps pas été clair pour moi. Et je racontais, entre amis, je racontais souvent que j'étais sexuellement précoce, puis je me suis reconstruit, je me suis réinventé mes premières expériences sexuelles. N'empêche, tu as un effet direct sur votre vie sexuelle. Vous devenez une méga star qu'on connaît, donc c'est plus facile d'avoir des femmes, vous en avez plusieurs, et vous nous racontez que sexuellement, ça vous inspire plus de dégoût qu'autre chose. Vous avez plein d'aventures, mais après ça... c'est jamais accompagné d'un bien-être, c'est jamais, il y a toujours une espèce de mal-être qui accompagne chacune de ces expériences-là, parce que le problème, c'est qu'on est un peu pris on est pris dans un piège, on devient prisonnier d'un traumatisme qu'on s'efforce à reproduire pour le rendre plus normal, pour le normaliser. Et c'est pour ça que c'est difficile d'en sortir, c'est pour ça que je sais qu'aujourd'hui, par exemple, on commence à parler en France, entre autres, de lever la prescription par rapport à ce genre de crime. C'est parce que la victime prend tellement de temps avant de nommer cette chose, avant de la considérer. D'ailleurs, on le comprend, vous allez voir des thérapeutes, des psychothérapeutes, et un jour seulement, des années après, vous allez confronter cette femme-là, une des rares survivantes de votre famille au génocide, et vous allez la voir, et elle dit, je ne me souviens pas de ça. Non, elle ne se souvenait pas. Elle ne se souvenait pas ni de l'acte, ni de ce qui a précédé, ni après, elle ne se souvenait pas. Ce qui est le drame de tout ça, c'est que déjà ça m'a indiqué qu'elle a été victime elle-même, parce que c'est pas, je pense pas que c'est malheureusement une chaîne qu'on perpétue. C'est ça, parce que c'est pas banal l'agression d'enfant. Ben non, bien sûr que non. Et j'ai compris aussi, et c'est là que ça devient compliqué, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est que moi, cette agression-là, et c'est pas parce qu'on appelle ça une agression sexuelle, j'ai vu que ça avait fait des manchettes, surtout en France, violée par sa tante, c'est vrai que c'est un viol, mais ce n'est jamais réellement vécu comme tel, parce que moi,
dans le livre, je le dis très bien, c'était ma tante préférée. Et il y avait de la tendresse. Il y avait de la tendresse, et la ligne entre le moment où ça passe de la tendresse à un acte sexuel est très fine. Et quand ça bascule dans l'autre, d'un côté à l'autre, surtout quand on a 6 ans et demi, 7 ans, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Mais par contre, ça nous habite pendant tout le reste de notre vie. Et moi, en lisant ça, je me suis dit, parce que je fais souvent des victimes d'agressions sexuelles sur ce plateau, je me suis dit, il faut comprendre l'ampleur du désastre qui les habite. Quand on voit un gars qui a vécu un génocide, qui a perdu sa famille, qui a vu des atrocités en quantité industrielle et qui dit « ça a été plus difficile de me guérir de cette agression-là que du génocide ». Oui. Si vous voulez, on va faire une petite pause, on va voir comment vous voyez la suite des choses. En 3 minutes, à tout de suite.